le maître d'œuvre, il est là, Noé. Mais cette histoire-là, elle vous raconte quoi? La construction de l'Ecclésia. D'abord, les métiers du bois qui sont convoqués pour le chantier cathédral. Donc on va instrumentaliser l'arche de Noé pour glorifier, et les métiers du bois vont, dans une époque où ils sont déclassés, rappeler quand même qu'ils sont les descendants de Noé. C'est valorisant. Mais vous devinez que si les métiers du bois, dans cette époque, dans cette fin du Moyen-Âge, ont tendance à se glorifier, les métiers de la pierre ne vont pas rester en attente. Et eux-mêmes vont positionner un autre chantier. Donc je vous montre bien sûr le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Mais les métiers de la pierre vont instituer un autre chantier. Alors l'arche de Noé, nous avons des centaines d'images qui nous représentent l'arche de Noé. Mais toujours du bois, que du bois, que du bois. Et les métiers de la pierre, eux, vont solliciter un autre chantier de manière tout à fait allégorique, la construction de la tour de Babel. Mais regardez bien la tour de Babel, comme vous avez bien regardé Noé. Qu'est-ce qu'on vous illustre sur cette miniature du XVe siècle? On vous illustre le chantier cathédral. Vous avez la carrière, vous avez la loge des tailleurs de pierre, vous avez le gâcheur de mortier, vous avez les maçons, les tailleurs de pierre, jusqu'aux engins de levage du chantier cathédral. Alors on va le représenter de diverses manières. Mais entre Babel et Noé, on a là ce dialogue si particulier entre deux métiers majeurs de la construction de la grande cathédrale gothique, les métiers de la pierre, les métiers du bois. Et une troisième image qui est peut-être la plus connue. Elle est reprise régulièrement dans des magazines ou dans des rééditions. Le livre de Ken Follett, Les Piliers de la Terre, l'édition de poche, c'est cette image. Connaissez-vous le titre de cette image? Je vous embête, excusez-moi. Cathédrale de Strasbourg, je dirais. Parce que c'est passionnant. Le titre, qu'est-ce que c'est d'après vous? Si on ne connaît pas le titre, bon, ça représente quoi? La cathédrale Construction de Notre-Dame de Paris? Non, Strasbourg. Strasbourg? Rouen? Alors je vous donne le titre. Construction du temple de Jérusalem par le roi Salomon. Toujours ce souci, mais c'est ça qui est important, d'ancrer le chantier cathédral dans la sacralité. Chantier cathédral, c'est Babel, avec cette question de l'orgueil. Attention, n'allez pas trop haut. C'est l'arche de Noé, pensez au bois. Et c'est le temple de Jérusalem. Si vous ne l'avez pas reconnu, vous avez ici Salomon, et vous avez ici tous les œuvriers, ancêtres des compagnons du Tour de France pour certains. Et dans les signes distinctifs, regardez celui-ci. Vous voyez celui-ci? Il a un ruban blanc autour de la tête que n'ont pas les autres. Pourquoi a-t-il un ruban blanc autour de la tête? Parce qu'il a un métier qui le distingue des autres. Quel métier pratique-t-il? Les autres sont des maçons, tailleurs de pierre, cacheurs de mortier. Lui n'est ni maçon, ni tailleur de pierre, ni cacheur de mortier. Sculpteur. Problème, le mot sculpteur n'existe pas en France au Moyen-Âge. Par contre, il existe en Italie, scultore. Au Moyen-Âge en France, on a un mot qui est très beau. En vieux français, on l'appelle imagier. Tout le verbe, chers amis, d'imaginer. Quand j'imagine, je sculpte dans ma tête des représentations, rien d'autre. D'où l'expression, la cathédrale est un livre d'images. La cathédrale est un livre de représentation, sculpture dans un premier temps. Et là aussi, je vous invite à reprendre vos manuels de classe si vous avez conservé, mais vous verrez quantité de représentations d'une cathédrale gothique, mais sous le titre « Construction du temple de Jérusalem ». La cathédrale est un lieu de sacralité, comme l'était le temple, comme l'était l'arche, comme l'était Babel, où l'on construit pour élever. On rentre dans l'histoire. Pour beaucoup d'historiens, pour la quasi-majorité d'historiens, l'acte de naissance, ce qu'on appelle le laboratoire du gothique, qui se situe à la fin du XIIe siècle, c'est à Saint-Denis. Il n'y a jamais eu de cathédrale à Saint-Denis, attention. On est sur une abbatiale qui deviendra basilique. Et à Saint-Denis à l'époque, vous avez un abbé, sujet, sugère, dans le midi on va dire sugère, dans le nord on dira sujet, mais peu importe le sujet, ce sera sugère pour nous. Sugère est un des conseillers du roi à Saint-Denis. Donc il est proche géographiquement et politiquement du roi de France. On est dans une période de prospérité. Il a l'argent. Il a l'appui d'un maître d'ouvrage fabuleux qui est le roi de France.
il va décider de revisiter son abbatiale, de l'agrandir, et il va composer aussi une nouvelle dimension, on va dire théologique, avec ce dialogue avec la lumière. Parce que Saint-Denis, c'est un lieu de pèlerinage. Donc il veut de plus en plus de pèlerins, les attirer, mais aussi il veut délivrer un nouveau message, on va dire, théologique. Toutes ces images que vous avez, bien sûr, vous le devinez, datent du 19e siècle. Le 19e va nous proposer une vision, on va dire, romantique, par définition, où l'on voit en fait notre abbé Sugère, qui est à la fois maître d'ouvrage et maître d'œuvre. On le voit dessinant, lisant, montrant les plans, inspectant le chantier. Mais voilà la réalité. Avec un mot qui nous attire immédiatement, qui est le mot de lumière. Saint-Denis, la révolution du gothique, c'est d'abord faire pénétrer la lumière dans l'édifice cathédral, entre guillemets, abbatial, dans l'édifice sacré. C'est le déclassement du roman, bien sûr, mais c'est un nouveau dialogue entre Dieu et la lumière, disent les religieux de l'époque. Je vais vous donner un sujet, je vais vous donner 4 heures pour disserter, je reviendrai dans 4 heures. Est-ce que le gothique, est-ce que c'est l'architecture qui a provoqué un peu plus de lumière dans l'édifice, ou est-ce que c'est la lumière qui a provoqué une nouvelle architecture pour l'édifice? Passionnant comme sujet. Et vous avez 2 écoles. C'est l'architecture qui a provoqué une nouvelle lumière, et d'autres historiens disent attention, c'est parce qu'il y a une nouvelle approche de la lumière que l'on va développer une nouvelle architecture. Donc vous avez 3h58 pour répondre. Il n'empêche que, voilà Saint-Denis, dès les tribunes, Sugère va vouloir aérer, élever, éclairer son édifice. La première définition d'une grande cathédrale, d'un édifice de style gothique, ce n'est pas tant sa largeur, tant sa hauteur, c'est d'abord son degré de luminosité. Et Sugère va d'abord développer ce qu'on appelle le déambulatoire. Il veut donc éclairer, et c'est la victoire aussi d'un nouveau métier, le maître verrier. Le maître verrier va, à l'époque des grandes cathédrales, on va dire à partir du 11e jusqu'au 14e en fait, va connaître un essor fabuleux. Si vous allez à Saint-Denis, vous verrez, on a restauré ses vitraux bien sûr, vous avez Sugère qui est dans l'arbre de Gessé, et qu'est-ce qu'il tient en main? Il s'est fait représenter tenant en main quoi? Un vitrail. Donc ça, c'est un message assez intéressant. Le maître d'œuvre ou d'ouvrage qui est Sugère veut symboliser son action avec un objet symbolisant lui-même quoi? La lumière. J'aime bien cette définition de l'architecture gothique, c'est la rencontre de 2 hommes, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Celui-ci, peut-être quelques Toulousains le connaissent, puisqu'il est dans un musée pas trop loin d'ici, bien sûr. Mais là, c'est un évêque qui se fait représenter avec quoi? Avec la maquette de l'édifice. C'est-à-dire il s'attribue la paternité de l'édifice avec la maquette. Et je vous glisse en parallèle un des maîtres d'œuvre de la ville de Reims, je dis bien un des maîtres d'œuvre, qui est enterré, qui a sa pierre tombale dans la cathédrale de Reims désormais. Et il se fait représenter, tenant en main lui aussi, quoi donc? La maquette. La maquette. C'est-à-dire l'objet cathédral, ou l'objet gothique, devient le moyen de s'identifier. Maître d'ouvrage à gauche, maître d'œuvre à droite. Je vous signale que le maître d'œuvre se fait dès le 11e, 12e siècle représenter avec son chef-d'œuvre, sa canne, je fais un clin d'œil aux compagnons bien sûr, et 2 outils symboliques de son métier, l'équerre. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, c'est le compas. C'est le compas, oui. C'est le symbole des francs-maçons. Vous verrez encore mieux. C'est le symbole des francs-maçons. Alors quand on vous dit l'équerre et le compas, symbole des francs-maçons, s'il vous plaît, oubliez. Certes. Non. Mais bien avant, dès le XIIe siècle, on a des représentations d'hommes de métier qui identifient leur expertise à travers 2 outils, mais qui s'utilisent vraiment, l'équerre et le compas. Et je vous cite une phrase qui est très très belle, enfin ça n'engage que moi, mais c'est une phrase d'un roi qui s'adresse à un abbé en France, qui dit « Pas d'architecture noble, si architecte ignoble qui donnera ignoble ». C'est-à-dire, si je veux un édifice cathédral majestueux, j'ai intérêt à ne pas me tromper sur le recrutement du maître d'œuvre. Et cet équerre et compas,
vous le voyez, va être, là on est en 1480. Équerre, compas, regardez les signes distinctifs ici. Donc c'est des compagnons tailleurs de pierre, charpentiers, qui sont remerciés par l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem pour avoir sauvegardé Rhodes pendant l'attaque des navires turcs. Donc on s'aperçoit que ces confréries de bâtisseurs ne vont pas rester que dans le bassin de l'Île-de-France. Elles vont largement rayonner en dehors de la France. Alors je vous propose à présent de rentrer dans cet univers des métiers, de voir d'abord le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est pour le cas de la France, ce n'est pas le cas en Italie. En Italie, c'est plutôt la ville. Mais en France, c'est très souvent l'évêque. Pour ne pas dire dans la plupart des cas, c'est l'évêque qui va décider de l'agrandissement de sa cathédrale. Ces images-là sont intéressantes puisqu'on voit, c'est assez rare, la consécration, si vous voulez, la dédicace de la cathédrale. Avec de l'eau bénite, qu'on appelait à l'époque l'eau grégorienne. Il y avait du sel, un peu d'huile, un peu de vin, on mélangeait, et l'édifice était béni lorsqu'il était terminé. Mais question, combien de temps faut-il pour bâtir une cathédrale? Et si je vous écoutais chacun, vous pourriez me proposer une fourchette assez contrastée, partant de 4 mois à 4 ans ou à 3 siècles. C'est de 20 ans à Mais 100 ans. au risque de vous surprendre, la réponse elle est en partie vraie pour les 3 segments que j'ai proposés. Ça dépend si on part ex nihilo, si on part d'un édifice déjà construit, et ça dépend du projet du maître d'ouvrage. Mais en règle générale, si l'on veut la grande cathédrale gothique, ce sont plusieurs générations, sans problème, qui vont être donc dédiées à cette construction. Construire des cathédrales n'a pas de prix, mais a un coût. Et le maître d'ouvrage, qui a son projet de faire comme à Saint-Denis, en fait, ben, il va devoir rassembler des finances qu'il n'a pas lui seul. Alors, un évêque en France, il a à sa disposition les taxes et les impôts, notamment la dîme, 1/10. Il a aussi ses propres menses, ses propres finances. Et il va solliciter de plus en plus les personnes que vous avez ici, qui sont des chanoines. Donc vous avez un dialogue, parfois une concurrence entre l'évêque et les chanoines qui apportent la première contribution financière. Je voudrais démythifier aussi, on a dit qu'il faut énormément d'argent pour lancer le chantier, c'est vrai, mais ce n'est pas une somme colossale, comme on l'a longtemps cru au départ. Il faut une somme assez conséquente, mais pas aussi gigantesque qu'on ne le croit. Il faudra régulièrement, c'est là le problème, régulièrement avoir de l'argent. Au départ, une forte somme est demandée, mais pas. Donc l'évêque et son chapitre va essayer donc de rassembler l'argent nécessaire. Mais bien souvent, ça ne suffit pas. Alors, comment faire et que faire? Très vite, on s'aperçoit que se met en place, notamment en France, une structure qu'on appelle la fabrique, qui est un faux ami par excellence. La fabrique ne fabrique pas. La fabrique est une assemblée de clercs au départ et de laïcs, très souvent, qui sont chargés de comptabiliser, de gérer l'argent disponible. Et le maître de la fabrique, magistère fabriqué, n'a rien à voir avec le maître d'œuvre. Le maître de la fabrique, on va l'appeler, c'est un hommage à mon ami à côté, c'est le grand trésorier. Vous êtes trésorier? Alors excusez-moi, erreur de casting. Un compagnon trésorier. Donc c'est le grand trésorier en fait. Et l'œuvre, puisqu'on va donner ce nom d'œuvre, est un faux ami. Si vous allez à Strasbourg, encore aujourd'hui, face à la cathédrale, sur la droite, vous avez la maison de l'œuvre de la cathédrale. Allez visiter. La maison de l'œuvre, c'est la maison dans laquelle il y a la mémoire du chantier cathédral. C'est-à-dire on a gardé tous les plans, tous les tracés. Eh bien, cette fabrique est chargée, et l'image est assez intéressante, de gérer l'argent disponible. Alors cet argent, un des livres les plus étudiés par les historiens du monde cathédral, c'est le livre de compte, de comptabilité de la ville d'Autun. Autun. Et à Autun, on s'aperçoit que l'évêque, qui n'a pas assez d'argent avec le chapitre, va avoir cette idée fabuleuse de placer dans la ville d'Autun des troncs, dans toutes les boutiques et dans tous les métiers. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous faites une opération financière, on vous propose de ne pas vous rendre la monnaie et de la mettre dans le tronc à destination de la fabrique. Plus encore, mais ça vous le savez, comme il faut beaucoup d'argent, on va solliciter donc ces grands acteurs du dynamisme urbain, qui sont les métiers.
Et vous avez un exemple bien connu qui est Chartres, mais sortez de Chartres, toutes les villes vont répondre à ce paradigme-là. Les métiers vont offrir quelque chose qui coûte très cher dans la cathédrale, la verrerie, le vitrail. Donc les vitraux, très souvent, vont être payés par les corporations qui vont en profiter pour se mettre en valeur et se placer sous la protection de Notre-Dame. Donc ici, vous avez des corporations de la ville qui vont payer le chantier, qui vont payer le vitrail. Ça ne suffit pas. Pas de cathédrale sans relique. Pas de cathédrale sans relique. Vous ne pouvez pas avoir une cathédrale digne de ce nom s'il n'y a pas des reliques. Or, l'évêque va prendre donc cet objet, ce reliquaire, et faire des transferts, c'est-à-dire l'exposer dans la ville, mais surtout aller dans le rural, pour exposer les reliques, et à chaque exposition de reliques, demander, donc il sera accompagné par des questeurs, la quête. Donc le rural, ça aussi c'est important, parce que la France, elle est fondamentalement rurale. Le rural proche va participer à l'édifice symbole de l'urbain, qui est la cathédrale. Et se met en place toute une technique de comptabilité qui est passionnante, mais qui est mécaniquement associée à ce nouveau chantier qui nécessite une nouvelle gestion des finances, avec une trésorerie, avec un livre de comptabilité en 3 colonnes, voire en 4. Crédit, débit, et 3e colonne obligatoire, solde. C'est à cette époque que se met en place cette comptabilité nouvelle. Et à droite de l'image, on va, grâce à l'argent, car démythifions aussi quelque chose qui a longtemps été cru, les ouvriers qui ont participé au levage de la cathédrale sont tous payés. On dit, oh mais ils vont travailler à la gloire de Dieu. Certainement pas. Certainement pas. Tout est payant. Des matériaux, on va y revenir, et les hommes. Et donc, l'argent récolté par la fabrique va permettre de recruter les premiers hommes qui vont participer à la préparation des travaux. Je crois que je vous l'avais dit avec la conférence sur les compagnons, sinon je le dis ou je vous le répète. À l'époque, le mot salaire n'est pas connu. Salaire, c'est... On va utiliser un autre terme qui est le terme de gage. D'où le verbe je t'engage. Et si tu ne conviens pas, tu es désengagé. Et vous, par facilité, par contraction, c'est ce que va faire le peuple, hein, on va contracter désengagé, dégage. Et c'est intéressant pour notre ami compagnon parce que si l'on nous dit symboliquement dégage, c'est que tu n'es pas capable de, tu n'es pas bon. Donc dégage, ça signifie va faire un tour, va te former et reviens plus tard. C'est ça l'origine de dégage. Va-t'en. Bref, vous voyez qu'au niveau économique, le chantier cathédral, c'est d'abord une relation nouvelle avec le volume financier qu'il faut rassembler, distribuer et construire ses prévoirs, c'est-à-dire avoir assez d'argent. Ça nous permet de rappeler que beaucoup de cathédrales qui ont un projet fabuleux au départ vont revisiter à la baisse le projet parce que l'argent qui doit être régulièrement collecté ne sera jamais régulièrement collecté. À cause de crise, à cause de grève, de peste, de maladies, de famine, peu importe, de contexte économique défavorable. Et donc, quelques cathédrales revisiteront à la baisse leur projet. Le maître d'ouvrage a l'argent. C'est tout. Il lui faut, acte 2, recruter un maître d'œuvre. Je dis bien recruter un maître d'œuvre. Tous les historiens vous diront désormais qu'il y a un appel à candidature. Oui. On faisait savoir, et ça se savait très facilement, qu'à Strasbourg, à Narbonne, à Toulouse, tel maître d'ouvrage, tel évêque, veut lancer un nouveau chantier cathédral. Il va y avoir un appel à candidature, et qui peut répondre à cet appel à candidature, sinon des hommes de métier. Et de 2 métiers, et comme par hasard, soit ce sont des maçons tailleurs de pierre, soit ce sont des charpentiers. Mais dans les 2 cas, et ce que nous suggèrent les vignettes de droite, ce sont des hommes capables de manier le compas, l'équerre, mais surtout de dessiner. Un maître d'œuvre, c'est quelqu'un qui sait traduire, couché sur du parchemin ou autre support, le plan qui va servir de matrice. Un des cahiers les plus connus, c'est celui de Villard de Honnecourt. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Il y a 33 planches qui sont conservées à la Bibliothèque nationale de France. Et vous avez à gauche la première planche.
la première page. Je vous demande de regarder, vous allez me faire confiance, cette première ligne, en vieux français, que je vais essayer de vous agrandir, mais je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. J'ai esté en moult de terre. J'ai esté en moult de terre. J'ai été en plusieurs terres. J'ai été en plusieurs endroits. Traduction, j'ai voyagé. Un maître d'œuvre, c'est quelqu'un qui, par l'expertise du voyage de chantier en chantier, a pu accumuler des connaissances qui lui font quitter le statut de simple compagnon, aussi expert soit-il, pour un statut de, non plus d'exécuteur ou d'exécutant, mais de penseur, de décideur. Alors, un maître d'œuvre est recruté d'abord s'il est capable de dessiner, premier point, de tracer. Et on a sur le sol, encore aujourd'hui, des édifices qui valent le coup dans la région, c'est Clermont-Ferrand, un peu plus proche c'est Narbonne, où on a encore des reliquats au sol, mais on a beaucoup de vitraux qui nous montrent un maître d'œuvre, toujours tenant compas et traçant plan, toujours. Je suis recruté parce que je sais dessiner, très bien. Donc il me faut convaincre qui? L'évêque et le chapitre. C'est un jury, vous êtes face à un jury, donc il faut savoir parler. Puisque vous allez commander 50 ou 60 ou 100 personnes grand maximum. Il faut savoir utiliser sa voix. Il faut savoir dessiner. Il faut convaincre le jury que vous êtes celui capable de construire la cathédrale. Dans le jury, très peu de chanoines, très peu d'évêques sont capables de comprendre les dessins que vous allez leur montrer. Alors que faisaient les candidats maîtres d'œuvre? Ils présentaient une maquette en bois, en pierre. Mais devinez, vous montrez votre maquette en bois ou en pierre et le jury, ça ne vous plaît pas. C'est perdu. Or, nous savons que beaucoup de maîtres d'œuvre présentaient une maquette en cire. Ce qui fait qu'après la première journée, remarque, j'acte, on se revoit demain. Il est remodelé, il est préparé. Des maquettes en bois, il y en a quelques-unes très rares. Celle-ci, elle est en Allemagne, témoigne d'un projet qui est consensuel. Mais en règle générale, on est recruté parce qu'on sait parler très bien, on sait commenter, on sait dessiner, on sait présenter un projet de manière concrète, et mieux, si vous me recrutez moi, mais immédiatement, j'ai une loge de tailleur de pierre à disposition, une loge de charpentier, une loge de serrurier, une loge de plombier, etc., etc. Eh bien, si je suis recruté, maître d'œuvre, je reçois un contrat. Et nous avons un archive quantité de contrats. Celui-ci, c'est le contrat d'engagement de Hans Hammer à Strasbourg, avec 5 sceaux. Sceau de la fabrique, sceau de la ville, sceau de l'évêque et sceau de personnalité de la ville de Strasbourg. Et vous avez dans ce contrat, que l'on retrouve partout, l'engagement pour le maître d'œuvre d'être loyal et fidèle. Traduction, de ne pas être engagé en même temps pour un autre chantier, de ne pas partir avec les plans, c'est très important. Et en échange, la ville, l'évêque, la maîtrise d'ouvrage, s'engageait à payer, bien sûr, en bois. Le bois nous fait sourire aujourd'hui, mais le bois est un élément de luxe à l'époque, bois de chauffage notamment, un habit, et engage le maître d'œuvre durant la totalité du chantier. Vous vous rendez compte? Si vous êtes recruté pour un chantier dont on sait qu'il va durer quand même plusieurs années, c'est plus qu'un CDI, pour forcer le trait. Vous avez un statut, et dans beaucoup de miniatures d'enluminure, et on bascule sur le côté droit de la diapositive, vous avez les 3 acteurs principaux du chantier cathédral. Là, c'est une image donc anglaise. Au centre, avec la couronne, le maître d'ouvrage. À droite de l'image, vous devinez équerre et compas, donc le maître d'œuvre. Et question, qui est le 3e? C'est le maître de la fabrique, le grand argentier. Sans ces 3-là, l'édifice ne peut pas être levé. Alors, mesdames, dans ce Moyen-Âge visiblement très masculin, y avait-il des femmes architectes? Ben oui, vous me dites. Mais petit détail, cette dame-là, c'est Notre-Dame. C'est pour voir n'est pas savoir. Grande loi de la lecture d'images, voir n'est pas savoir. Et donc vous aurez des représentations de femmes tenant compas, traçant plan, mais c'est la patronne tutélaire de la cathédrale, Notre-Dame, ou c'est Sainte-Anne parfois. Il n'empêche que des femmes actrices d'architecture, il y en avait.
Le maître d'œuvre de Strasbourg, à un moment donné, un des maîtres d'œuvre de Strasbourg, lorsqu'il meurt, sa fille assure l'intérim quelques mois. Voilà. Et sur une miniature de ce type, qu'est-ce que je vois? Cette miniature, elle est très connue. Alors je vous donne le titre, hein. Et là il n'y a pas de faux amis. Construction, agrandissement de Vézelay. Les images au Moyen-Âge se lisent de l'arrière-plan au premier plan. Arrière-plan, vous voyez une dame qui ressemble bizarrement à la dame du premier plan, c'est la même. Si ce n'est que le peintre montre en une seule image plusieurs séquences qui se déroulent dans un temps différent. La dame, qui s'appelle Dame Berthe, à l'arrière-plan, son mari est parti en croisade. Son mari est parti. Donc elle a en charge l'agrandissement de Vézelay. Et elle commande, elle recrute l'homme qui est juste à côté, Gilbert de Roussillon, qui est le maître d'œuvre. Les mois passent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle inspecte le chantier. Regardez, vous avez un ouvrier qui la salue très respectueusement. Elle inspecte le chantier. Vous êtes des experts d'image maintenant. Vous savez deviner où sont les maîtres, les compagnons et les apprentis. Puisque là, je sais que j'ai des maîtres, des compagnons, et lui, tiens, apprenti. Et là, mais regardez ces trois-là. Dans quel bâtiment se trouve-t-il au fait? Dans une loge. La loge qui est l'édifice adossé au chantier cathédral ou à la ville, à l'aménagement. Les loges sont systématiquement fermées. On protège les secrets du métier au Moyen-Âge. Mais là, le peintre nous la montre ouverte. Ce qui nous permet de voir que les trois personnes qui sont dans la loge ne sont pas n'importe qui. Vous avez qui au milieu? Regardez ces choses. Un compagnon. Et qui explique à deux apprentis. Parce que l'image aussi nous explique une chose fabuleuse. En hiver, on ne lève jamais la cathédrale ou l'édifice en hauteur. Jamais. Puisque le mortier risque, avec le froid, d'éclater. Donc, on s'arrête. La mémoire des métiers, mais je m'empresse de dire certainement pas l'histoire ne valide pas ceci. La mémoire des métiers nous dit que, vous voyez, on couvrait de paille en hiver. Donc on couvrait de chaume. Et symboliquement, le maître d'œuvre plaçait ses ouvriers au chômage, c'est-à-dire on ne travaille plus. Mais ça, historiquement, on ne peut pas le valider, c'est une mémoire de métier. Donc les femmes expertes, certes, mais très très rares, très très rares. J'ai l'argent, j'ai recruté mon maître d'œuvre. Eh bien, j'ai 2 lieux à posséder absolument pour ma grande cathédrale gothique. Si je n'ai pas ces 2 lieux, mon projet ne peut pas exister. Il me faut une carrière très proche, avec une pierre de qualité. Déjà, ça élimine beaucoup de possibles. Pourquoi une carrière proche? Parce qu'au Moyen-Âge, le transport coûte excessivement cher. On paie au poids transporté. Et sur la durée, tant de kilomètres, on ne parle pas en kilomètres, on parle en lieues. Donc le poids et la qualité de la pierre font que j'ai intérêt à avoir une carrière, et si possible, qui m'appartienne, à moi, Église. Sinon, je vais payer à la fois le transport et le maître carré. Et second lieu, une forêt. Toujours ce dialogue pierre-bois. Les forêts avec des bois de doigts de futée, de belles futées. Mais à qui appartient la forêt au Moyen-Âge? Seigneur, vous savez que la forêt, c'est le lieu de guerre en temps de paix. N'oubliez jamais. C'est là où je vais chasser le sanglier, qui me permet d'entretenir ma technique militaire en temps de paix. Donc, et puis c'est un lieu, le bois valant très cher, c'est sous réserve du Seigneur. Mais progressivement, bien, la ville peut acheter, et l'Église peut aussi jouer sur ce don contre don, avec l'apparition aussi de ce qu'on va appeler des indulgences. Menace du jugement dernier. Soyez un peu généreux ou revisitez à la baisse les prix demandés, l'Église en tiendra compte. Et on en arrive donc, puisque j'ai l'argent, j'ai le maître d'œuvre, j'ai les 2 lieux fondamentaux, ces œuvriers. Si vous allez à Paris, vous avez une plaque, Eudes de Sully, évêque de Paris, bâtisseur de Notre-Dame. C'est tout sauf le bâtisseur. Il n'a jamais bâti. Ça aussi, on associe, comme le pont de Cahors et l'évêque d'eux, pas forcément. On oublie toujours les hommes. Donc les œuvriers des cathédrales, si on les prend dans l'ordre, ce sont d'abord les carriers. C'est-à-dire on n'est pas dans la ville, on est dans la carrière. Les carriers désignent à la fois le propriétaire, le carrier, le tailleur qui est un carrier, et le maître carrier, celui qui est capable de débiter des blocs et d'anticiper.
entre le premier et le simple carrier, vous avez des gages à peu près, croyez-moi bien, 80 fois supérieurs pour l'un, inférieurs pour l'autre. Donc le mot même de carrier à manier avec prudence. On paie le poids de la pierre. Donc on va essayer, moi maître d'ouvrage, j'ai intérêt à faire débiter le maximum de pierre sur place dans la carrière. Donc dans la carrière, j'ai des carriers, mais je vais envoyer des tailleurs de pierre aussi, pour ne pas payer trop de pierre à transporter inutile. Et cette image-là nous montre de manière synthétique, vous voyez à l'arrière-plan, le charroi. Hein, et on a donc, c'est la construction de Saint-Denis, hein, si vous ne l'avez pas deviné. Vous avez donc la construction de Saint-Denis, mais on vous propose, on vous explique que la pierre, elle vient de loin, et on la taille aussi loin de la cathédrale, pour diminuer le poids, donc le prix. On peut tailler même des chapiteaux en carrière, on peut tailler des colonnes, mais certainement pas des sculptures très fines, parce que durant le transport, on pourrait les abîmer. Dans la forêt, ben vous avez 7 à 8 métiers différents. Le scieur, le forestier, le bûcheron. Vous avez aussi ce que dans les Vosges on va appeler le schluter, celui qui va transporter le bois. Donc vous avez toute une famille de la forêt qui participe donc au levage de la cathédrale. Déjà entre les gens de la carrière et de la forêt, je suis à 15 métiers différents au moins. Et on les oublie systématiquement. Et ces entreprises de transport, que l'on nomme charrois, ont leur équivalent sur fleuve. Car au cas où vous l'auriez oublié, les grandes villes cathédrales sont des villes fluviales ou littorales, le fleuve étant l'élément dynamisant de l'économie médiévale. Regardez bien ces deux images. Vous avez symboliquement un transport de bois et un transport de pierre. Il n'y a pas une chose qui vous intrigue? Eh bien, sur ces charrois-là, sur ces transports, on va y placer des gens d'armes. Des gens d'armes. Parce que le bois et la pierre, c'est un trésor convoité. Donc par la route, on peut avoir des problèmes. Par fleuve, il suffit d'avoir des gendarmes bien installés et c'est beaucoup plus sûr. Donc vous voyez, le bois, la pierre, débité bien sûr, pour éviter que le poids soit trop conséquent, arrive dans la ville, sur le chantier cathédral. À tel point qu'il y a en France et en Europe une seule cathédrale, une seule, qui rende hommage aux animaux qui ont transporté les matériaux, les considérant comme à leur tour œuvriers des cathédrales. Villard-de-Honnecourt, sous ses carnets, dessine la cathédrale en question. La connaissez-vous? Laon? Non, oui, j'ai entendu. La cathédrale de Laon. Laon, hein, si vous voulez écrire. Et donc Villard-de-Honnecourt, ça l'a marqué, donc il le met sur son livre. Mais allez à Laon, aujourd'hui, et vous verrez qu'on rend hommage aux bœufs, aux mulets éventuellement. C'est la seule cathédrale. Hein. Donc, je vous fais un petit gros plan, hein, mais ça marque quand même cette part sous-estimée, hein, compris donc les animaux.